Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites concernant les mangas au mois de mars. Donc ce mois-ci j'ai lu 4 mangas, un qui termine une série, un one-shot et 2 autres qui continuent donc des séries. Voilà. Comme d'habitude s'il y a des résumés, comme d'habitude s'il y a des... Comme d'habitude, si vous cherchez des résumés plus détaillés ou comme d'habitude, s'il y a des comme d'habitude, s'il y a comme d'habitude, s'il y a un de ces mangas qui vous intéresse, je vous laisserai en barre d'infos les résumés et des fiches concernant ces mangas. Comme d'habitude, s'il y a des résumés qui vous intéressent. Putain. J'ai le cou rouge. Comme d'habitude, s'il y a un de ces mangas qui vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos les résumés et les fiches concernant ces mangas. Donc on commence tout de suite. J'ai tout d'abord commencé le mois de mars avec I'm the Only Wolf, le tome 5 de Nachiyuki aux éditions Soleil Manga. Donc c'est le tome 5 qui clôture la fin de cette série, donc une série assez courte de 5 tomes. On suit donc Rina qui est une jeune fille qui est encore dans sa relation avec Ookami. Voilà. Donc je dirais que ce 5e tome n'apporte pas vraiment grand chose à la série parce que je me suis rendu compte finalement que c'était que des petites histoires annexes à l'histoire principale. On suit néanmoins quand même leur évolution personnelle avec Ookami qui essaye de devenir plus humain et Rina qui essaye de surmonter donc son aversion pour les garçons. Mais là c'est plus des petites histoires annexes qui sont bien marrantes. Et mais là c'est plutôt des histoires annexes, marrantes et mignonnes à lire. Euh, on, rencontre on rencontre notamment le père de on rencontre notamment le père de Okami qui est en fait un loup et donc qui va à sa manière essayer de connaître Rina. Et dans une autre histoire on aura plutôt euh, Dans une autre histoire, on sera plutôt concentré sur Keita, parce qu'on l'avait entreaperçu à certains moments dans l'histoire pour venir un peu tourmenter Rina et enfin pour venir un peu tourmenter Rina. Sauf que là, dans l'histoire qui s'appelle Un Noël sauvage, Keita prend la place d'Okami et leurs personnalités sont inversées. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Mis à part ça, donc ce n'est pas un tome qui sort vraiment. Mis à part ça, ce n'est pas un tome qui apporte vraiment grand chose à la série, mais c'était quand même assez plaisant à lire. Donc je lui ai mis la note de 8 sur 10. J'ai ensuite continué ce mois-ci avec Virgin Complex de Natsumi Aida. Donc c'est un one-shot aux éditions Delcourt. Donc si vous ne connaissez pas Natsumi Aida, elle est connue pour sa série Switch Girl qui comporte 25 tomes, qui est sortie en France et qui a été aussi adaptée en série télévisée, une sorte de drama qui a été adaptée en drama, oui. Qui a été adaptée en drama. Donc comme le titre l'indique, c'est un manga qui parle un peu de sexe, un peu de la perte de virginité, tout ça. On suit donc différentes héroïnes. Il y a 4 différentes histoires qui ont toutes plus ou moins pour thème commun une sorte de premier amour. Qui ont toutes pour thème central une romance. Donc soit une fille où c'est son premier amour, soit une fille qui essaye d'oublier son ex, des choses comme ça. Et en fait, il n'y a pas vraiment de grosse place pour la partie sexualité, tout ça. En même temps, c'est un shoujo, donc il n'y a pas vraiment de choses érotiques ou de choses de ce genre-là. On retrouve un peu... Oh merde.
On retrouve la plume quand même de Natsumi Aida, notamment dans l'histoire où il y a une jeune fille qui va suivre un garçon parce qu'elle le trouve beau, tout ça, et elle va limite le harceler de questions. Elle va essayer de chercher plein de choses sur euh, elle va chercher sur internet, auprès de ses amis, tout ça, pour connaître toute sa vie dans les moindres détails, alors que et donc ce personnage fait limite peur et il ressemble beaucoup au personnage de... Elle s'appelle... Elle s'appelle, putain, je sais plus comment elle s'appelle. Nika. Et donc elle ressemble beaucoup et donc je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Nika, donc au personnage principal de Switch Girl, qui est une jeune fille euh, qui est une jeune fille qui a un caractère quand même assez spécial. Tout, 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 tout. Je sais pas ce que je pourrais dire. Donc ces one-shots m'ont bien plu, ils étaient assez marrants, chacun avait une petite touche spéciale. Euh, Chacun avait une trame assez spécifique, assez spéciale, avec une héroïne qui voulait quelque chose de différent, pas chacune qui voulait trouver un premier amour. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Après, c'était pas non plus des histoires fantastiques qui sortaient de l'ordinaire. Elles étaient assez banales, mais c'était assez sympathique à lire. Aussi, on retrouve assez bien le coup de dessin, je sais pas. On retrouve les mêmes dessins qu'il y a dans Switch Girl, sauf que là, vu que c'est la première œuvre, sauf que là, vu que c'est la première œuvre de l'auteur, ben, ça se voit que c'est beaucoup moins travaillé et que la plume, que les dessins sont un peu moins jolis, je trouve. J'ai jamais été vraiment très fan des dessins de Natsumi Aida, mais là, c'est vrai que dans Switch Girl, ils sont quand même plus jolis. J'aime par contre beaucoup la couverture. Si vous voulez, je vais vous montrer un peu les dessins. Donc voilà, donc je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut voir dans Switch Girl. Mais c'est vrai que les dessins, bon là, je vous ai pas trop montré, mais si je vous montre un garçon par exemple, voilà. Par exemple, ça, on voit quand même que l'auteur s'est amélioré niveau dessin. Mais on reconnaît quand même le coup de crayon. Donc c'était un one-shot assez sympathique, mais sans plus. Donc je lui mets la note de 7 sur 10. J'ai ensuite continué avec Maironovitch, le tome 9 de Sakura Sato aux éditions Tonkam. Euh, donc, euh, donc j'aime beaucoup cette série et j'attendais de voir donc ce que l'héroïne Maïru allait faire parce qu'elle est vraiment dans dans une mauvaise posture. Elle ne sait pas du tout où elle en est. Elle a revu donc dans le tome précédent son ex et elle est complètement perdue maintenant. Et d'un autre côté donc il y a Mirai, un ami d'enfance, qui lui déclare ses sentiments, donc elle sait plus où elle en est. Et comme d'habitude, donc il y a Tenyu qui va venir l'aider, qui va voler à son secours et qui va lui dire que c'est à elle de choisir et c'est pas aux autres de... Enfin, il y a heureusement Tenyu, donc son ange gardien, qui va lui dire de faire ce qu'elle a à faire et de pas se soucier de ce que les autres pensent, puisque elle a vraiment de la peine de rejeter les garçons, tout ça, donc elle sait pas où elle en est, elle pleure beaucoup dans ce tome-ci et voilà. Et
Voilà. Donc on retrouve une nouvelle Mahiru, Mahiru 3.0 cette fois-ci. Elle a décidé de rayer son passé, de repartir tout de zéro et de tirer donc un trait sur le passé, mais sans oublier les erreurs qu'elle a faites pour ne pas les refaire. Et elle va essayer de se concentrer sur un nouvel amour possible, mais sans pour autant essayer de trouver à tout prix quelqu'un pour boucher le trou, si on peut dire. Et donc elle va se rendre compte peut-être que Tenyu n'est pas... euh, mais aussi elle va se rendre compte que Tenyu est un garçon et que donc il y a peut-être une possibilité que elle tombe amoureuse de lui ou que... enfin voilà, je sais pas comment dire. Mais elle va se rendre compte que Tenyu n'est pas forcément qu'un ami et... je sais pas comment dire. Mais elle va aussi se poser des questions concernant sa relation avec Tenyu et elle va le voir sous un autre œil et ça va un peu changer leur relation, Mahiru de son côté. Donc Mahiru va le voir un peu d'une manière différente, mais Tenyu va continuer à vivre comme si de rien n'était. Et Mahiru, elle va se poser plein de questions à propos de leur relation et elle va se demander par exemple si Tenyu pourrait être un petit ami ou... euh, mais aussi donc on retrouve Mahiru donc suite à ses chagrins d'amour, Mahiru va retourner vers Tenyu et va lui parler d'ami à ami, sauf qu'elle va se rendre compte que Tenyu n'est pas forcément qu'un ami et elle va essayer de l'imaginer sous un autre aspect, sous un autre point de vue. Et peut-être et donc à ce moment-là, ben elle s'imagine plein de choses et Tenyu de son côté continue à jouer le rôle d'ami et Mahiru de son côté donc va voir toutes, toutes les... Mahiru de son côté va voir leur relation d'un tout autre œil et donc ça va changer sa perception des choses. Et donc j'attends beaucoup du tome 10 parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de voir quelque chose se lier entre Tenyu et Mahiru. Euh, euh, Donc même si les relations n'évoluent pas trop entre Mahiru et ses copains, ses ex, tout ça, c'est plus un tome pour remettre les choses à plat et pour tout démarrer de zéro, comme elle l'a déjà fait précédemment au début de la série, je ne me rappelle plus exactement quel tome. Mais c'était une très bonne lecture et je lui ai mis 8,5 sur 10. J'ai ensuite terminé ce mois de mars avec Wolf Girl and Black Prince, le tome 5 de Ayuko Ahata aux éditions Kurokawa. Donc, euh, donc dans cette série, voilà. Donc dans le tome précédent, donc dans le tome 4, on avait laissé Sata et Erika qui étaient amoureux. Enfin, Erika surtout... Donc dans le tome 4, on avait laissé Sata et Erika suivre leur petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que Sata jusqu'à ce que Sata... Non, je sais pas comment dire. Bon. Alors, Sata et Erika sont ensemble depuis déjà pas mal de temps. Jusqu'à ce que donc un garçon qui s'appelle Camilla
jusqu'à ce qu'un garçon nommé Camilla entre fasse jusqu'à ce qu'un garçon nommé Camilla fasse son entrée dans l'histoire et bouleverse un peu les habitudes de Sata. Et euh, il lui dit clairement pourquoi est-ce que tu vas te caser avec une fille alors que tu pourras en avoir 50 jolies et flirter tout avec elle et passer du bon temps. Et Sata, donc, on l'avait laissé comme ça à la fin du quatrième tome. Et donc dans celui-ci, ben, on découvre sa décision. Soit il suit les machins, soit il suit les. Putain, mais non, mais ça va pas ça. Hum. Soit il fait ce que lui dit Camilla, ou soit il continue à être fidèle à Erika. Et donc, on ne sait pas trop en fait, parce que Sata est une personne assez spéciale, parce que il considère Erika pas vraiment comme sa petite amie, parce qu'il ne lui montre aucune attention. Erika, quant à elle, est vraiment folle de lui. Elle arrête pas de. Elle lui parle tout le temps, elle est toujours joyeuse, heureuse de le voir, heureuse de qu'il lui parle, tout ça. Et lui, il la traite vraiment très froidement. Et donc, vraiment, on ne sait pas si s'il va la laisser tomber ou s'il est vraiment amoureux d'elle. En fait, on n'a aucune idée des sentiments que Sata éprouve pour Erika. Et dans ce tome-ci, ben, on voit vraiment Sata qui campe sur ses positions et qui essaye. On voit un peu Sata sous un nouveau jour parce que on apprend qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, il ne sait pas vraiment en fait ce qu'est l'amour, donc il ne peut pas montrer son amour à Erika parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce que c'est, il n'est pas voilà, il sait pas comment s'y prendre avec Erika et euh, mais ça ne gêne pas du tout Erika parce qu'elle sait qu'il est comme ça et elle ne lui en veut pas. Et donc il va y avoir des choses qui vont les rapprocher, notamment les deux anniversaires successifs de Sata et Erika. Enfin, les deux anniversaires successifs d'Erika et Sata, où Erika va lui demander de lui dire je t'aime. Erika va demander à Sata. Où Erika va demander à Sata de lui dire je t'aime. Mais ça va être vraiment quelque chose de très dur pour Sata. Et donc dans ce tome-ci, on comprend mieux euh, on comprend mieux pourquoi Sata est comme ça. Et d'un autre côté, ben, Erika, elle évolue pas trop en fait dans ce tome-ci. C'est toujours un peu la jeune fille frivole, tout ça, la jeune fille joyeuse qu'on a déjà rencontrée tout au long tout au long de la série. Euh, Je sais plus comment ça se termine. Bon. À la fin, oui, comment je pourrais dire. Donc voilà, bah, c'était une bonne lecture. C'était donc un bon deuxième. C'était donc un très bon deuxième. Pourquoi deuxième? C'est donc un très bon cinquième tome pour moi. Donc on suit vraiment beaucoup l'évolution de Sata. On voit aussi souvent. Donc c'était bien, j'ai trouvé que c'était bien
le fait que Camilla vienne s'insinuer un peu dans le couple et mettre un peu et dérange un peu le couple. Voilà. Donc c'était un très bon 5e tome. J'ai bien aimé le fait que Camilla vienne un peu mettre son grain de sel et mettre en désordre un peu le couple de Sata et Erika. Il y a aussi pas mal de moments où on voit la meilleure amie d'Erika et la fin laisse présager peut-être une suite où on pourrait avoir un deuxième couple inséré, enfin je sais pas trop comment dire, mais à la fin la jeune fille, donc je sais plus comment elle s'appelle, la meilleure amie d'Erika, dit que elle aussi elle voudrait avoir un petit ami, donc peut-être que il y a une deuxième histoire d'amour en parallèle qui va se mettre en place et qui pourrait peut-être encore 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 poser des problèmes à Erika par exemple. Euh... Voilà. Ouais, je sais pas comment je le mets, 8,5. C'est 8,5 que j'avais mis à lui. 8. Je lui mets la note de 8 sur 10. Voilà, c'est tout pour les mangas que j'ai lus durant le mois de février. Voilà, c'est tout pour les mangas que j'ai lus durant le mois de mars. Voilà. Voilà, c'est tout pour les mangas que j'ai lus durant le mois de mars. S'il y en a certains que vous avez lus et que vous avez envie de me faire partager... Bon, d'accord. Voilà, c'est tout pour les mangas que j'ai lus durant le mois de mars. Si vous avez des commentaires à faire sur les mangas, s'il y en a que vous avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Voilà.